Nous pensons toujours savoir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Et finalement, tout ce que nous vivons comme réel doit passer par l'esprit d'abord. Le même esprit qui peut rêver, fantasmer, être trompé, se confondre. Alors, qu'est-ce que la réalité exactement au moment où nous la vivons? Après qu'elle ait été décryptée par notre cerveau et interprétée par notre intellect? Ce sont les types de questions qui sont à la base de l'histoire de Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Elle est soigneusement construite à partir de couches de différentes réalités, des tromperies, des simulations, des illusions, et la réalité virtuelle du jeu lui-même. L'œuvre d'Hideo Kojima se tourne vers la communication numérique et les technologies informatiques, notamment Internet et le flux d'informations. Dans une ère définie par la transmission rapide de l'information, le jeu aborde l'impact que le contrôle de ces avancées peut avoir à une époque où les sociétés dépendent de plus en plus du stockage et de la communication numérique privée. Alors que la liberté sur Internet et la censure sont des sujets très débattus aujourd'hui, encore plus qu'à l'époque, MGS2 n'hésite pas à explorer la nature de la communication numérique moderne et son contrôle par les gouvernements et les organisations privées. Alors que le premier volet voyait les armes nucléaires comme un moyen de mettre les nations du monde à genoux, MGS2 examine notamment comment le contrôle et l'accès à l'information devient l'outil le plus important pour la domination mondiale. La plupart des principaux éléments de l'intrigue de Sons of Liberty tournent autour des Patriotes. Une organisation clandestine dont les objectifs impliquent le contrôle social, politique et économique mondial. Are you with Foxhound too? Neither enemy nor friend. Just a messenger from the Lalilulelo. Pour y parvenir, les Patriotes se concentrent principalement sur l'établissement d'un contrôle sur la diffusion de l'information, qui se fait alors à travers des canaux numériques. Cela s'inscrit dans la lignée des projections sombres d'Hideo Kojima sur la technologie avancée, où des organisations puissantes utilisent cette technologie à des fins douteuses, voire malhonnêtes. The system is mine! Car les Patriotes cherchent à étendre et à maintenir leur pouvoir en contrôlant le flux même de la connaissance de la société. Par conséquent, le nouvellement introduit Arsenal Gear dans MGS2, à la fin du niveau du tanker, n'est même pas une arme, mais plutôt une immense installation de défense mobile capable de contrôler l'information à travers des canaux numériques mondiaux. La sortie du jeu en novembre 2001, juste après les attentats du 11 septembre, ajoute une couche de pertinence et d'urgence à la narration. A l'origine, le jeu devait s'appeler MGS3. Les 3 chiffres romains devaient symboliser les 3 plus hauts gratte-ciel de Manhattan, cadre du jeu. Le chiffre pouvait aussi référer aux 3 clones de Big Boss, Liquid, Solid et Solidus. Les enfants terribles. Zero Calden. Cela a été abandonné. Et quoi qu'il en soit, à la suite des attentats de New York, la séquence finale a subi une énorme coupe. On ne voit plus l'Arsenal Gear s'écraser sur la moitié de Manhattan, pas plus que la Statue de la Liberté être démolie. Les drapeaux américains ont également été retirés sur Wall Street. What is that? It's massive. Oh my god, it ripped that ferry boat apart. It's not stopping. Everyone, run! Don't look back! Run! The camera was busted. Ellie and Lena are safe. Sent them back to the hotel. Needed to see this myself. Oh my gosh. It rammed through the park and into the city. Is it a Navy aircraft carrier? Le climat de peur et de manipulation, illustré par la construction d'une fausse réalité autour du personnage de Raiden, résonne avec les préoccupations liées à la sécurité nationale aux États-Unis avec le Patriot Act et la désinformation dans le monde réel. Tout ce qui va s'en suivre, avec notamment une grosse partie de la politique étrangère occidentale, notamment américaine, initiée avec l'invasion de l'Irak et de l'Afghanistan en 2003. His career prior to Iraq was not without blemish. Le selfish gene de Richard Dawkins, ou alors le gène égoïste en français, est une influence majeure sur les thèmes de Metal Gear Solid, en particulier dans la formation des perspectives de personnages tels que
Ainsi, dans le premier jeu, il exprime sa croyance en des gènes inférieurs et justifie ses actions en prétendant suivre les directives de ces gènes, citant la théorie du gène égoïste. Cette théorie, présentée par Richard Dawkins, explore donc l'idée que les gènes agissent pour s'auto-préserver et se reproduire, presque comme des organismes ou des parasites contrôlant les individus sans leur intention ou leur conscience. La perspective fataliste et des antagonistes donc dans la série Metal Gear Solid, surtout dans les deux premiers, va trouver ses racines dans ce livre. Bien que le livre explore la science derrière les gènes, il présente également des vues philosophiques sur l'évolution de la vie. Ainsi, Dawkins mentionne que certaines idées scientifiques du livre sont désormais dépassées, et qu'il n'a jamais voulu que les gens interprètent son livre comme disant que la vie est une marche funèbre sombre où nous n'avons aucun contrôle sur notre destin. Quoi qu'il en soit, un morceau de philosophie assez pertinent, et encore aujourd'hui, c'est également une pièce essentielle pour mieux comprendre les thèmes du Metal Gear, en particulier les arguments patriote. Après tout, comment pouvez-vous pleinement apprécier et être inspiré par le volontarisme, l'optimisme et la philosophie du « laisser le monde être » de Solid Snake sans comprendre ce contre quoi il a combattu? Les jeux de la série MGS ont toujours flirté avec le postmodernisme, mais les deux premiers opus le font de manière particulièrement remarquable. Ainsi, Sons of Liberty va défier les conventions en changeant de protagoniste et en remettant en question la nature de la réalité dans un monde de manipulation et d'information biaisées. Dans son article fleuve Dreaming in an Empty Room, le journaliste Tim Rogers va proposer une analyse de Sons of Liberty qui va tourner autour de sa postmodernité. Ainsi, selon lui, la postmodernité trouve ses racines dans une mutation fondamentale de nos sociétés modernes et un changement profond dans notre mode de pensée collectif et individuel. L'art postmoderne va être touché par cette crise d'identité générale et cela va remettre en question les acquis et les règles de son prédécesseur qui s'appelle l'art moderne. Par exemple, l'art postmoderne va modifier la manière dont on raconte une histoire, avec des concepts comme la métanarration ou la métafiction. C'est la fiction qui est consciente d'elle-même, qui dévoile ses propres mécanismes et s'auto-référencie. Dans ce genre de récit, les personnages sont en quelque sorte schizophrènes. Ils jonglent avec plusieurs histoires ou niveaux d'histoire en même temps, dans des contextes pas toujours évidents et cernés. On a notamment Fight Club, la trilogie Matrix, Mulholland Drive, Drive, ou encore Shame, et plus récemment Under the Silver Lake. Ainsi, le jeu explore de manière visionnaire le concept de la société de l'information. La manipulation des médias et la capacité à contrôler la perception du public deviennent des éléments centraux de l'intrigue. False news has become all too common on social media. More alarmingly, some media outlets simply aren't true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. It's extremely dangerous. La création de la figure de Solid Snake en tant que bouc émissaire révèle la puissance des acteurs invisibles qui manipulent l'information pour servir leurs propres intérêts. Les thématiques de contrôle de l'information, de médias biaisés, de faux récits préfigurent les discussions contemporaines sur les fake news. MGS2 anticipe donc les défis que la société de l'information pose à la vérité et à la démocratie en quelque sorte. Des questions encore plus pertinentes aujourd'hui. Hideo Kojima exprime ouvertement son admiration pour les idées philosophiques de Jean Baudrillard. Cela se reflète clairement dans Sons of Liberty. L'influence de Baudrillard sur le jeu est particulièrement notable à travers son ouvrage Simulacre et Simulation, une influence partagée par Matrix et surtout le second opus Matrix Reloaded, un film qui répond selon moi directement à Metal Gear Solid 2, ce sont en quelque sorte deux œuvres sœurs. Cela va se faire par 4 points principaux. Le premier va concerner la simulation du simulacre. Ainsi, Baudrillard a développé l'idée que la société contemporaine est de plus en plus caractérisée par la simulation, où les représentations de la réalité prennent le pas sur la réalité elle-même. Ainsi, dans MGS2, les retournements de situation et les révélations tout au long du jeu remettent constamment en question la perception du joueur. Les personnages de Matrix, eux, vont se questionner sur la réalité de leur existence et la véritable nature du monde dans lequel ils vivent. Le second point va concerner la réalité virtuelle. Les deux œuvres plongent dans le concept de réalité virtuelle où les personnages sont confrontés à des environnements artificiels qui ressemblent à la réalité. Baudrillard a abordé la question de la réalité simulée dans des contextes tels que la télévision, la publicité et d'autres formes de médias. Notamment aussi, il a parlé de la société de consommation, un livre et un propos qu'on peut réutiliser aujourd'hui avec notamment tout ce qui est application de rencontre, notamment Tinder, la promesse. L'honnête homme au sens académique du terme. Est-ce que moi je propose depuis 10 ans, c'est améliorer votre vie et rendez-la digne d'être attirant pour attirer quelqu'un. Les deux œuvres traitent du thème du contrôle et de la manipulation de la réalité par des entités puissantes. Ainsi, Baudrillard avait exploré comment la réalité était souvent construite et manipulée par des forces sociales et médiatiques. Les patriotes dans MGS2 vont, à travers le contrôle de l'information, manipuler la perception du public et créer une réalité différente, façonnée selon leurs objectifs. L'architecte, lui, dans Matrix Reloaded, manipule la matrice pour maintenir le contrôle sur les humains. Les révélations concernant le choix de Neo et les cycles précédents mettent en lumière la manipulation constante des individus dans le monde virtuel.
Le quatrième point porte sur le thème central de la liberté individuelle. Ainsi, dans Metal Gear Solid 2, ce thème-là est construit et discuté à travers le personnage de Raiden, lorsqu'il est manipulé par les Patriotes. Ainsi, la notion de libre arbitre et la lutte pour l'émancipation personnelle sont des thèmes centraux. Cela est transposé et illustré par le dialogue final entre Snake et Raiden. Dans Matrix Reloaded, Neo, lui, en tant qu'élu, va être confronté à des choix prédestinés, mais sa quête de liberté personnelle et son refus de se conformer à son destin préétabli va évoquer des similitudes avec le thème de la liberté individuelle. Ainsi, en conclusion, Sons of Liberty et Matrix Reloaded partagent une approche finalement philosophique assez similaire, explorant la nature de la réalité, la manipulation de l'information, la quête de la liberté individuelle et la déconstruction des mythes, tout en offrant des expériences narratives complexes et stimulantes. Ce qui finalement rejoint la réalité in concreto. En effet, j'avais appris récemment, par le biais de l'excellent podcast Capture Mag, qu'avant le projet Enter de Matrix, sorti en 2003 sur tous les supports à l'époque, un jeu Matrix était sérieusement en discussion entre les Wachowski et Kojima. De là à avoir deux œuvres qui se répondent frontalement, il n'y a qu'un pas. Le Patriot Act, adopté en réaction aux attentats du 11 septembre 2001 à New York, a en effet considérablement élargi les pouvoirs de surveillance du gouvernement fédéral, suscitant des inquiétudes de part et d'autre. Dans Metal Gear Solid 2, ces thèmes-là sont exploités et illustrés par le principe et le concept des patriotes. Ainsi, les thèmes de la surveillance étatique, de la perte de la vie privée et du patriotisme aveugle soulevés par le Patriot Act résonnent également dans une société contemporaine aujourd'hui, en particulier en Occident. Ainsi, si on prend l'exemple de la France, on peut l'observer que depuis les attentats de 2015-2016, les réponses sécuritaires ont souvent pris la forme de lois qui, bien que destinées à assurer la sécurité nationale, peuvent également empiéter sur les droits individuels. Ainsi, les états d'urgence intempestifs et les mesures d'urgence sanitaire liées à la pandémie du Covid-19 ont également donné lieu à des préoccupations similaires quant à l'expansion des pouvoirs gouvernementaux. Le cinéma d'Oliver Stone offre une réflexion critique sur ces questions. Dans des films tels que JFK et Nixon, Stone explore les méandres du pouvoir politique et les conséquences des décisions prises au nom de la sécurité nationale. Ainsi, dans JFK, il examine les circonstances entourant l'assassinat du président et met en lumière les opérations clandestines et les intrigues qui ont façonné la politique américaine. Alors que dans Nixon, il offre plutôt un portrait complexe du président, mettant en lumière les abus de pouvoir au nom de la préservation du gouvernement. Nous sommes dans les deux cas dans deux biopics jumeaux, de films sœurs un peu, en quelque sorte, qui ont en toile de fond un même thème, celui d'influence politique étrangère, notions telles que le pouvoir profond ou le deep state. You don't want the war. We don't want the war. The Vietnamese don't want the war. So why does it go on? We should be going, Mr. President. Okay. Please. You can't stop it, can you? Even if you wanted to. Because it's not you. It's the system. The system won't let you stop it. There's more at stake here than what you want or what I want. Then what's the point? What's the point of being president? You're powerless. No, I'm not powerless. Because I understand the system. I believe I can control it. Maybe not control it totally, but tame it enough to make it do some good. Sounds like you're talking about a wild animal. Yeah, maybe I am. Here's my plan to dismantle the deep state and reclaim our Enjeux democracy. mis en lumière dans ces films-là, bien que ce ne soient pas les thèmes principaux, mais ils sont toujours en toile de fond, tout comme ça l'est dans les jeux d'Hideo Kojima, notamment dans Metal Gear Solid 2 et Metal Gear Solid Ground Zeroes et Phantom Pain. Ainsi, le film Snowden de Stone s'attaque plus directement aux préoccupations contemporaines en suivant l'histoire vraie d'Edward Snowden, un lanceur d'alerte qui avait révélé l'ampleur des programmes de surveillance de masse menés par l'agence de sécurité nationale américaine, la NSA. En 2013, cette affaire avait mis en lumière les excès du renseignement gouvernemental américain de la présidence Obama et a soulevé des questions cruciales sur la vie privée et la liberté d'expression. Cela est également illustré de manière plus personnelle dans l'excellent documentaire Citizen4 de Laura Poitras en 2015 qui montre les 3 jours de cavale de Snowden dans sa chambre d'hôtel à Hong Kong avant d'être extradé à Moscou. Wikileaks, fondé par Julian Assange, avait également joué un rôle important en exposant des informations classifiées, notamment lors de la Seconde Guerre d'Irak en 2004-2005, de documents militaires, des vidéos, en remettant en question la transparence du gouvernement et soulevant des débats sur les limites de la liberté d'expression. La série télévisée 24 heures chrono avait également joué un rôle significatif dans l'illustration des dérives de l'Amérique post-11 septembre. Diffusée peu de temps après les attaques,
en novembre 2001, tout comme la sortie de Metal Gear Solid 2 novembre 2001, la série avait capturé l'atmosphère tendue de l'époque et a contribué à façonner la perception du public sur la question de sécurité nationale. Bien que 24 heures chrono ait été acclamée pour son intensité narrative, son approche novatrice du temps réel, elle a également été critiquée pour sa représentation parfois simpliste des enjeux de sécurité nationale. La série a présenté un personnage central dans la personne de Jack Bauer, un agent de la cellule antiterroriste de Los Angeles qui a été prêt à utiliser des méthodes extrêmes pour empêcher des attaques terroristes imminentes. Cependant, la série a suscité des débats sur la réalité et la légitimité de telles tactiques, soulignant les risques de la torture et de l'abus de pouvoir au nom de la sécurité. Le personnage de Jack Bauer, bien que fictif, est devenu emblématique de l'idée d'un héros prêt à tout pour protéger son pays même au détriment des droits individuels. Yeah, Hey, look. I already made my deal. I don't need to hear this noise. All I gotta do is testify against Walt. And I walk. En intégrant ces éléments dans le contexte plus large des dérives post-11 septembre, la série a contribué à façonner la perception du public, américain mais également occidental, sur la nécessité perçue de mesures extrêmes pour faire face aux menaces terroristes. Cependant, cette représentation a également soulevé des questions cruciales sur les lignes floues entre la nécessité de protéger la sécurité nationale et le respect des droits individuels. Ainsi, en regardant la série, aujourd'hui à la lumière des événements réels, il devient clair que 24 heures chrono a souvent miroité la réalité des débats entourant le Patriot Act et d'autres lois de sécurité nationale. Les situations extrêmes présentées dans la série ont alimenté une perception selon laquelle des mesures exceptionnelles étaient nécessaires pour faire face à des menaces exceptionnelles. Dans la mesure que l'on connaît cela, le choix de Kiefer Sutherland en Big Boss dans Ground Zeroes et en Venom Snake dans The Phantom Pain est plus que logique, il est naturel. Kept you waiting, huh? Le jeu explore également les thèmes du transhumanisme à travers les patriotes qui cherchent à transcender les limites de l'humanité pour atteindre un niveau de contrôle ultime. Ainsi, l'idée de manipuler génétiquement les individus pour les guider dans une direction spécifique reflète les inquiétudes croissantes concernant les possibilités offertes par la biotechnologie et les dérives éthiques qui pourraient en découler. L'ingénierie sociale en psychologie est une pratique qui utilise des techniques de manipulation psychologique dans le but d'influencer, modifier ou contrôler les comportements d'individus ou de groupes sociaux à grande échelle. Elle repose sur la compréhension des mécanismes psychologiques humains pour orienter les perceptions, les attitudes et les actions des individus dans une direction spécifique. Dans le contexte de Metal Gear Solid 2, le discours sur le contrôle des humains est intimement lié à l'idée d'ingénierie sociale. Les patriotes, représentant l'ombre gouvernementale et antagoniste du jeu, cherchent à manipuler l'information de manière à contrôler la perception collective et les actions des individus. Ils utilisent des stratégies d'ingénierie sociale à travers des moyens technologiques avancés pour façonner la réalité perçue par les masses. Ainsi, le contrôle exercé par cette entité dans MGS2 reflète une inquiétude réelle concernant la manipulation de l'opinion publique par des entités puissantes. L'utilisation d'ingénierie sociale pour orienter les réflexions et les actions des individus comme illustré dans le jeu souligne les préoccupations de Kojima quant à la manière dont la technologie et l'information peuvent être exploitées pour façonner une réalité collective. L'ingénierie sociale dans le contexte du contrôle des humains dans Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty met donc en lumière les dangers potentiels de la manipulation psychologique à grande échelle. Cela soulève des questions sur la nature de la vérité, de la liberté individuelle et de l'autonomie face à des forces qui cherchent à influencer, à contrôler les perceptions de la réalité. Voici comment Lucien Cerise présente cette notion dans son ouvrage phare, Neuropirate, réflexion sur l'ingénierie sociale. La première question qui traverse ce recueil de textes est comment pirater un cerveau. La seconde essentielle suit alors immédiatement. Comment s'en protéger? Car le piratage des cerveaux par l'ingénierie sociale et d'autres procédés est déjà une réalité en quelque sorte. Et les cerveaux piratés sont les nôtres. Ce neuropiratage peut consister à agir sur le hardware, c'est-à-dire sur le substrat biologique et génétique du cerveau. Mais il peut également consister à agir sur le software, c'est-à-dire sur le code de communication que l'on apprend de la société. Ce code d'origine épigénétique, soit un langage ou un logiciel, nous vient du bain socio-culturel dans lequel nous sommes plongés depuis l'enfance, imprimant au cerveau son architecture neuronale, que ce soit les films, les jeux, les romans. Relations sociales, l'étude des groupes sociaux, de leur mode de construction, des liens qui les structurent a permis à ceux qui veulent maîtriser les foules d'agir sur ses membres, de modifier leur comportement, voire de les détruire en tant qu'individus et groupes, les uns dépendants des autres. Car l'individu déconnecté de tout groupe, de toute hiérarchie, de toute représentation, de tout stéréotype ne peut survivre qu'en développement des symptômes psychotiques. Les structurés, rendus malléables, on parle alors de société liquide, l'individu sera alors le jouet d'une petite oligarchie qui n'aura plus rien à craindre des peuples dont elle s'est approprié les âmes.
Là, Lucien Cerise reprend le concept de psychologie des foules, développé dans la seconde moitié du 9e siècle par Gustave Le Bon, en le développement totalement aux occupations d'aujourd'hui, aux préoccupations technologiques et de surveillance globalisée d'aujourd'hui. Donc c'est un concept qui est plutôt intéressant à prendre avec des pincettes pour certains aspects, mais on ne peut pas dénier le côté universel de ce qu'on pourrait appeler cette ingénierie sociale. Not yet. It's not over yet. Who am I, really? No one quite knows who or what they are. The memories you have and the role you were assigned are burdens you had to carry. It doesn't matter if they were real or not. That's never the point. Qui suis-je réellement? C'est Raiden qui pose enfin cette question à la fin du jeu, à laquelle son ami imaginaire, son oracle, répond « Tu es le seul à pouvoir le savoir ». C'est le moment où le jeu lâche tout, sans crier gare et laisse le joueur seul face à la question existentielle intemporelle. Vaste programme, trop vaste peut-être, trop libre surtout. Avec cette scène finale, Hideo Kojima atteint la limite de ses possibilités et laisse le joueur libre de choisir la pilule rouge ou bleue. Une fois la vérité entre guillemets révélée, la couleur rouge de l'écran titre, symbole de Metal Gear Solid 1 et des armes létales, besoin de meurtre dont parlait Liquid, est supplanté par le bleu, symbole de MGS2, des armes non létales qui constituent l'une des principales innovations du gameplay de MGS2, ainsi que la seule chance pour le joueur d'échapper au triste destin décrit par Liquid. La question existentielle de Raiden n'est peut-être pas aussi barbante qu'elle en a l'air. Étant donné le contexte dans lequel elle est posée, on peut la comprendre comme une invitation à la réflexion sur notre condition de joueur, les raisons pour lesquelles nous nous immergeons dans d'autres réalités, les raisons pour lesquelles nous sacrifions une part de notre liberté afin qu'une machine nous divertisse, ou alors on peut y avoir une interrogation sur notre rôle dans l'ère de l'information numérique, au commencement d'un nouveau millénaire suffisamment angoissant pour motiver Hideo Kojima à tenter le tout pour le tout et à mettre en jeu la popularité et la pérennité de ses propres jeux pour nous faire réagir. C'est là que MGS2 prend toute son ampleur d'œuvre anticipatrice pertinente. En exprimant l'urgence de faire preuve de discernement dans ce nouvel ordre mondial où nous, enfants de la liberté, devrons prendre garde au piège de la technologie et de la fiction et décider nous-mêmes de ce que nous voulons transmettre aux générations futures sans être entravés par les certitudes des générations antérieures, ni par les nôtres et encore moins par le contrôle arbitraire de quelque chose d'irréel, rien de nouveau sous le soleil. MGS2 n'est pas certainement la première ni la dernière histoire de science-fiction à effectuer ce genre de mise en garde, notamment Matrix, mais le génie de Kojima, c'est d'avoir transmis ce message à travers le potentiel d'allégorie magique de l'ère numérique. En particulier le potentiel de ce tout jeune média vidéoludique qui symbolise à la fois les meilleures promesses et les pires dangers d'une rencontre entre la technologie et la fiction. Sons of Liberty, c'est la matrice contre elle-même, la machine au service des valeurs humaines et peut-être aussi le jeu vidéo contre lui-même qui se remet en question, qui ne cherche plus à mentir. Certes, mais c'est totalement évident et surtout délibéré. Pour le joueur encore, faut-il le comprendre puis l'accepter. Mais l'échec de Kojima à conscientiser le joueur dans des situations pourtant tellement évidentes, et peut-être même idéales, c'est aussi l'échec du jeu vidéo à s'affirmer comme autre chose qu'une réalité virtuellement manipulatrice. L'échec des enfants de la liberté à se libérer d'eux-mêmes de leur chaîne. Did you like it?